Bonjour, dans cette présentation, je vais vous parler de la décompression sous-acromiale et de la résection du quart latéral de clavicule sous arthroscopie. L'acromioplastie a pour siège la région sous-acromiale. Cette région est définie par la face superficielle de la coiffe des rotateurs, la voûte sous-acromiale et également l'articulation acromioclaviculaire. Il ne s'agit pas d'une simple acromioplastie. L'acromioplastie doit comporter également une bursectomie, geste préalable, et également une section du ligament acromiocoracoïdien de l'acromion. Les résultats de ces acromioplasties sont connus depuis plus de 30 ans, comme le montre cette publication de 1987. C'est bon? L'acromioplastie pourrait avoir pour avantage de diminuer la compression extrinsèque. Elle pourrait également libérer l'espace de travail et favoriser l'afflux de sang et de facteurs de croissance. Cependant, elle pourrait être responsable d'une modification de l'arche acromiale. Elle pourrait être responsable de lésions du ligament acromiocoracoïdien et du deltoïde, et son efficacité reste en question. Concernant l'intervention, l'anesthésie recommandée est l'anesthésie générale avec cathéter pour analgésie post-opératoire. L'installation peut être en demi-assis sur tétière ou en latéral. Dans tous les cas, une hypotension contrôlée, pression artérielle systolique inférieure à 100, est fortement recommandée pour éviter des saignements pouvant gêner cette acromioplastie. La colonne d'arthroscopie est bien évidemment indispensable, et notamment un shaver avec des fraises et une sonde d'électrocoagulation. Une voie d'abord postérieure première sera dans tous les cas réalisée. Elle permettra premièrement une exploration articulaire à la recherche de lésions associées, puis l'arthroscope sera alors mis en place en région sous-acromiale. Une voie instrumentale latérale sera réalisée en complément. Cette voie d'abord latérale pourra être également complétée d'une voie d'abord antérolatérale complémentaire. Dans tous les cas, une inversion des voies d'abord sera conseillée en fin d'intervention pour compléter l'acromioplastie si cela est nécessaire. L'acromioplastie sera précédée de plusieurs temps opératoires. Il y aura tout d'abord un premier temps articulaire pour explorer l'articulation à la recherche de lésions associées. Puis ensuite l'arthroscope sera introduit en région sous-acromiale. La coiffe sera alors explorée, comme l'acromion et l'articulation acromioclaviculaire. Une bursectomie sera également réalisée avant toute acromioplastie. C'est à Bigliani que l'on doit la première classification des acromions, plus ou moins agressifs, classification qui est toujours utilisée. L'acromioplastie doit suivre plusieurs règles qui ont été bien décrites, et notamment dans cette publication de Brown. L'acromioplastie, en effet, ne doit pas être anarchique. Elle doit faire attention à ne pas fracturer l'acromion ou à désinsérer le deltoïde. Plusieurs méthodes d'acromioplastie existent. La première méthode correspond à introduire le shaver par voie postérieure. 3 ou 4 voies d'abord sont nécessaires pour réaliser cette acromioplastie. La voie postérolatérale sera utilisée pour l'optique, la voie antérolatérale pour l'électrode et la voie postérieure pour le shaver. Le premier temps sera toujours une bursectomie de l'espace sous-acromial. Secondairement, le lac sera désinséré. Une hémostase médiale soigneuse sera également réalisée à ce niveau pour éviter de forts saignements. Les bords antérieurs, médiaux et latéraux seront enfin repérés. Le deuxième temps concernera l'acromioplastie à proprement parler au shaver et à la fraise motorisée,
avec des mouvements de va-et-vient de médial en latéral, et aussi du bord antérieur vers le bord postérieur de l'acromion. Cette acromioplastie par voie postérieure a plusieurs avantages. Elle permet d'accéder facilement au bord latéral de l'acromion. Elle permet également de traiter la courbure de l'acromion avec une vision de face. Elle permet également un meilleur contrôle de l'importance de la planéité de la résection. En revanche, elle a pour défaut d'être moins accessible pour le bord antérieur de l'acromion. La deuxième méthode utilise une voie latérale pour le shaver. 3 voies d'abord sont alors nécessaires. Une voie antérieure pour l'exploration intra-articulaire, une voie postérieure pour l'optique et une voie latérale pour le shaver et l'électrode de coagulation. Le premier temps est identique à la première méthode. En revanche, dans le second temps, l'acromioplastie est réalisée au shaver, avec des mouvements de va-et-vient du bord antérieur vers le bord postérieur, de médial en latéral. Cette acromioplastie par voie latérale aurait pour avantage de rendre plus accessible le bord antérieur de l'acromion. Elle permettrait également de suivre plus facilement la courbure de l'acromion d'arrière vers l'avant. Elle a également des inconvénients et en premier lieu de rendre le bord externe de l'acromion difficilement accessible. Finalement, elle donne un mauvais contrôle de la résection. Voici ici cette vidéo de technique arthroscopique d'acromioplastie avec section première du ligament acromio-coracoïdien qui permet d'exposer l'acromion, section des vaisseaux médiaux, branche de l'artère acromiothoracique, visualisation des fibres antérieures du deltoïde derrière l'acromion, puis acromioplastie d'une hauteur de fraise. On a donc vu qu'il existait des avantages et des inconvénients à cette acromioplastie. Ceci est également confirmé par les résultats de la littérature, qui, comme le montre cette revue de la littérature, ne trouve pas toujours des avantages à réaliser une acromioplastie. Intéressons-nous maintenant aux résections du quart distal de clavicule. L'indication principale de ces résections sont les arthropathies. Ces arthropathies sont fréquentes et augmentent avec l'âge, comme le montre cette publication de 1984. Ces arthropathies acromioclaviculaires ne sont pas toujours symptomatiques. Elles sont en revanche fréquemment associées à une autre pathologie dans l'épaule et environ évaluées entre 75 et 98% des cas. La clinique n'a rien de spécifique et fait appel au cross-arm test, au test de O'Brien ou Hawkins. Regardons maintenant la technique de résection. Tout d'abord, les voies d'abord suivent celle de l'acromioplastie. La voie d'abord postérieure première est indispensable. Elle va permettre une exploration articulaire, puis un passage en sous-acromial. Une voie antérolatérale instrumentale sera également fondamentale pour nous aider à la réalisation de cette résection, comme le montre ce schéma. À la différence de l'acromioplastie, la voie antérieure est également indispensable pour réaliser cette résection. La voie antérieure sera réalisée à l'aiguille, après avoir donc repéré l'articulation acromioclaviculaire. Cette voie d'abord antérieure sera d'abord instrumentale pour la résection, puis arthroscopique pour contrôler directement l'efficacité de cette résection.
Dans le détail de la technique de résection, l'articulation acromioclaviculaire sera tout d'abord repérée à l'aiguille, également à la pression du doigt, et sous arthroscopie en suivant le bord antérieur de l'acromion jusqu'à cette articulation. Une bursectomie première sera toujours réalisée pour permettre une visualisation et également enlever cette bourse douloureuse. L'acromioplastie souvent précédera la réalisation de la résection. Cette résection doit être de 10 à 12 mm d'épaisseur, ce qui correspond à une fraise utilisée pour la résection. Dans tous les cas, cette résection devra préserver la capsule et surtout le ligament acromioclaviculaire supérieur, au risque de créer une disjonction acromioclaviculaire expérimentale. Enfin, en fin d'intervention, il est recommandé de positionner l'optique en position antérieure pour s'assurer de l'absence d'arthrose ou de pincement postérieur. Voici un exemple de technique de résection enregistrée sous arthroscopie. Si l'on regarde le résultat de ces résections, les résultats sont équivalents à ciel ouvert ou sous arthroscopie dans la littérature. Les résultats des résections acromioclaviculaires sont très bons en cas de pathologie isolée, par exemple microcristalline. Les résultats sont plus controversés avec l'association arthropathie et rupture de coiffe. Cette association coiffe et résection acromioclaviculaire est donc en question concernant ces résultats. Deux méta-analyses, à partir de 3 articles coréens de niveau 1, nous aident à y répondre. La rupture de coiffe
avec ou sans résection, ne montrent pas de différence en ce qui concerne le score douleur, score de constant, score ACES ou risque d'instabilité à la lecture de ces articles coréens. En 2015, Chalmers a montré dans son étude, incluant 894 réparations de coiffes isolées sans résection, un taux de révision pour résection acromioclaviculaire d'1%. Les facteurs de risque étaient la douleur acromioclaviculaire préopératoire, le sexe féminin et le côté dominant. Si 3 facteurs de risque étaient associés, il existait alors un risque de révision de 40% concernant la résection acromioclaviculaire. Dans une autre étude, tirée d'un symposium de la SFA en 2019, 200 patients présentant des lésions de coiffe stade 1 ou 2 avaient été enrôlés. Il s'agissait d'une étude de niveau 1 avec une randomisation en simple à l'aveugle, résection ou absence de résection. Les deux groupes étaient comparables. Les résultats du symposium, avec un suivi prospectif à 1 an, ont montré des résultats cliniques identiques dans les deux groupes. Cependant, la rotation externe coude au corps était meilleure dans le groupe non resséqué. Le score SSV était également meilleur dans le groupe non resséqué. En revanche, il existait plus de douleurs résiduelles dans le groupe ayant eu une résection acromioclaviculaire. Enfin, la douleur était plus importante quand la résection était de plus de 11 mm. Que retenir alors? Tout d'abord, l'atteinte de l'articulation acromioclaviculaire est fréquente et augmente avec l'âge. Le diagnostic d'arthropathie acromioclaviculaire douloureuse repose sur un faisceau d'arguments cliniques, radiologiques, avec également un test possible d'infiltration. Le traitement médical est toujours institué en première intention et avant la chirurgie. Enfin, il ne faut opérer que les arthropathies acromioclaviculaires symptomatiques, associées ou non à une rupture de la coiffe de rotateur. Je vous remercie.